État des lieux des marchés, et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, la directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de mettre à jour vos scénarios tactiques de marché, des scénarios à 3 mois qui ont été mis à jour vendredi dernier. Laetitia, c'est intéressant parce qu'on a une situation de marché qui devient quasiment binaire. Alors vous continuez de privilégier un scénario qui est un scénario positif marché, un scénario d'une normalisation graduelle à 60%, mais le seul scénario alternatif qui reste, c'est un scénario de risque pour les marchés, beaucoup moins positif pour les marchés actions et les marchés obligataires. Et c'est un scénario qui pèse aujourd'hui 40% quand même dans la balance, celui d'un durcissement plus rapide que prévu peut-être de la communication de la Réserve fédérale américaine. Expliquez-nous peut-être le rationnel de ces scénarios aujourd'hui pour les 3 prochains mois, Laetitia, sachant qu'il y avait encore un troisième scénario jusqu'à il y a quelques jours maintenant qui a disparu pour vous dans le paysage des marchés. Effectivement, Grégoire, nous avons supprimé le deuxième scénario alternatif que nous maintenions depuis déjà de longs mois, qui reposait en fait essentiellement sur une rechute de la croissance qui viendrait d'une accélération, une reprise de la crise sanitaire, donc avec un retard trop important des vaccinations et autres, et qui donc pèserait sur la dynamique de reprise. À 3 mois, nous ne l'anticipons plus. Pourquoi ? Parce que la vaccination avance très rapidement, alors notamment évidemment centré sur les pays développés, je vous l'accorde. Néanmoins, on le voit aux États-Unis, la normalisation de cette économie américaine se poursuit graduellement, et l'Europe a bien pris le train, je dirais, avec un petit peu de retard. On en avait parlé sur cette antenne il y a quelques semaines, mais ça y est, vous venez de le mentionner tout à l'heure dans votre émission, les chiffres sont bons pour l'Europe, avec des PMI notamment qui accélèrent. Donc tout ceci nous conforte dans l'idée que voilà, on se normalise, et à 3 mois, il n'y a pas un vrai risque sur la croissance, cette dynamique de reprise de la croissance. Donc en fait, il ne reste pour nous à 3 mois, encore une fois, et je le précise toujours, c'est un objectif quand même qui est assez proche. Finalement, ce qui nous inquiète, c'est une accélération ou un dérapage sur les chiffres d'inflation qui pourrait provoquer une accélération du mouvement de durcissement de la Fed, en fait, dans sa communication. On voit bien qu'elle commence, quelques membres du board ou des responsables des réserves locales, réserve fédérale et régionale, commence un petit peu à évoquer l'idée qu'il faut commencer à parler du tapering, donc parler du moment où on va diminuer les achats de titres, mais on est seulement à une ébauche de changement de communication, et il nous semble que courant de l'été, il y a une possibilité qu'on ait cette modification de la communication de la Fed un peu plus forte que ce que peut-être anticipent aujourd'hui les marchés, avec des chiffres d'inflation qui pourraient accélérer. Et puis quand on regarde notamment tous les indicateurs, alors évidemment les prix des matières premières, mais quand vous regardez notamment tous les indicateurs de prix payés des enquêtes de conjoncture aux États-Unis, c'est exceptionnel. Nous atteignons des niveaux de prix payés comparables à ce qu'on n'avait plus vu depuis les années 70. Donc on voit bien qu'il y a une tension, qu'il y a une contrainte sur l'offre, et tout ceci avec donc une offre qui se retrouve inférieure à la demande, qui peut avoir engendré des tensions inflationnistes plus grandes. Et puis on voit les quelques dysfonctionnements sur les marchés du travail. Alors évidemment encore centrés sur les États-Unis, mais on commence à voir des pénuries sur certains secteurs, des problématiques d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Et donc tout ceci pourrait également se traduire par des tensions salariales et donc de l'inflation sous-jacente accrue. Comment est-ce que vous expliquez, Laetitia, à ce stade, et quand on essaye de comprendre la stratégie de la Réserve fédérale américaine, comment est-ce que vous expliquez qu'à ce stade, le discours officiel soit encore aussi timide vis-à-vis du tapering, vis-à-vis d'un début de réduction progressive du programme d'achat d'actifs, je le rappelle, qui tourne à 120 milliards de dollars par mois, dont 80 milliards de treasuries. Est-ce que la Fed estime toujours à ce stade que les bénéfices de cette stratégie dite de patience sont encore largement supérieurs aux risques potentiels que cette stratégie peut aussi générer, et notamment sur les marchés?
Eh bien, elle a deux objectifs, hein, rappelons-le. L'objectif d'inflation, enfin de prix, et un objectif de plein emploi. Or, qu'elle a rappelé et qu'elle a mis en exergue, je dirais, lors de sa revue stratégique l'été dernier. Et donc, cet objectif de plein emploi, il est loin d'être rempli, hein, puisque, comme vous le savez, nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont sorties du marché du travail, alors lié à un tas de phénomènes, hein, d'accélération, de contraintes liées à l'école et autres, mais qui sont sortis du marché du travail et donc on ne mesure pas, hein, à travers le taux de chômage tel qu'il est publié. Et puis des secteurs qui ont quand même très nettement procédé à des licenciements et qui commencent seulement maintenant à recruter à nouveau. Je pense notamment à tout ce qui est hôtellerie, restauration, par exemple. Donc on le voit, on est en phase de reprise et sur le marché du travail, il ne faut pas oublier qu'on a encore plus de 8 millions de personnes qui n'ont pas retrouvé leur emploi qu'ils avaient avant cette crise. Donc on ne peut pas dire qu'on soit complètement sorti d'affaires et la Fed est contrainte par cela. Et il est clair que, rappelez-vous, le dernier rapport sur l'emploi publié au début du mois de mai était très décevant en la matière, hein, puisque les créations d'emplois étaient très inférieures à ce que le marché anticipait, et donc finalement donne quelque part implicitement raison à la Fed de ne pas se précipiter à un mouvement de durcissement de sa politique monétaire, puisqu'on n'est pas revenu à une situation dite normale. C'est une normalisation, mais qui reste très graduelle et très lente. Donc, elle va se donner un peu de temps. Il nous semble que là, au mois de juin, elle aura donc un rapport supplémentaire. Lors de la prochaine réunion de politique monétaire qui est prévue à la mi-juin, eh bien, elle aura le rapport de l'emploi du mois de mai. Et elle pourrait ne pas toucher à sa communication à ce moment-là et attendre peut-être plutôt le mois de juillet ou peut-être l'occasion du fameux meeting de Jackson Hole qui réunit tous les banquiers centraux pour commencer à évoquer un après-crise sanitaire, et donc un début de normalisation de sa politique. Mais 3 mois quand même intéressants, hein. Là, juin, juillet, août, des mois qui vont être importants pour ajuster peut-être la communication du côté de la Réserve fédérale américaine. On verra la stratégie, comment est-ce que la Fed adapte sa stratégie à la réalité économique des prochains mois. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management.